Bonjour, bienvenue ce webinaire organisé par l'équipe de didactique. Donc, il y a Valentina et Laetitia qui vont s'occuper de toute la partie technique de ce webinaire. Et moi, Séverine Kozanski, l'infirmière hygiéniste, qui vais vous parler de la certification V2020, pardon, et les impacts du réajustement de l'HAS qui commenceront en janvier 2023 sur les équipes d'hygiène. Donc, on va attendre que tout le monde arrive. Pour cela, je vais vous présenter le programme. D'abord, les objectifs du webinaire, la présentation de l'équipe dont je viens de citer les noms. Et après, nous ferons une petite revue de la certification V2020, les nouveautés des changements liés à la maîtrise du risque infectieux, les impacts sur les établissements et bien sûr sur les EOH, avec des exemples concrets. Et vous aurez droit à une boîte à outils et nous finirons par une foire aux questions. Alors, on va commencer par un petit sondage. Donc, vous allez répondre dans la... Valentina va vous ouvrir une case et donc vous allez pouvoir répondre à cette question. Votre établissement de santé aura une certification dans moins de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, entre 1 an et 2 ans et plus de 2 ans. Je vous laisse 30 secondes pour répondre et nous allons voir les résultats s'afficher. Vous aurez des petits sondages tout au long du webinaire, ce soit un peu plus dynamique que juste moi qui fais un grand monologue. Alors, nous avons 13% moins de 6 mois, 19% entre 6 mois et 1 an, 45% entre 1 an et 2 ans et 23% plus de 2 ans. Voilà. Nous avons quand même des gens qui vont bientôt préparer leur certification en 2023. Nous allons donc reprendre notre webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous aurez donc un replay sur la chaîne YouTube. Le lien vous sera envoyé dès sa mise en ligne. Et vous pourrez télécharger gratuitement une boîte à outils avec plein de ressources regroupées. Certaines, vous allez les connaître, d'autres pas, pour parfaire votre certification en 2023. Bienvenue à Laetitia qui nous rejoint. C'est parti, hein? Bon, vous vous êtes lavé les mains? Bah, à quoi ça sert? On va se les salir tout de suite. Alors, mettez des gants. Bon, vous vous y connaissez un petit peu en médecine? Ça a été coupé court. Séverine, du coup, comme Séverine le précisait en introduction, ce webinaire est effectué en partenariat avec Didactique, que nous représentons avec Valentina. Et pourquoi nous avons voulu faire ce webinaire? C'est parce que quand on discute avec tous nos clients, nos interlocuteurs, on sent qu'il y a quand même une inquiétude déjà avant l'arrivée de cette mise à jour en novembre, et puis l'inquiétude de ne pas forcément avoir eu le temps de la décortiquer et de comprendre vraiment quelles étaient les nouveautés qui étaient apportées par la HAS dans cet ajustement. Donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aider vos équipes, les équipes opérationnelles d'hygiène et toutes les personnes, évidemment, qui sont impliquées dans la certification, à travers un regard d'expert qui est celui de Séverine, qui a décortiqué et va vous expliquer de manière assez simple et pédagogique les ajustements et qui, j'espère, seront plus clairs pour vous et surtout que vous serez rassurés à l'issue de ce webinaire. Merci. Donc, je me présente, je suis Séverine Kozanski, je suis infirmière hygiéniste. J'ai un peu travaillé dans tous les services, dans le public, dans le privé. Je suis handicapée, comme 80% des handicapés, j'ai un handicap non visible. J'ai fait de la réa, de la maison de retraite, de l'IME. Et je suis aussi formatrice depuis 20 ans en innovation de la pédagogie. Alors, le lien avec Thomas Pesquet, il est dans mon attrait sur les facteurs humains. Je travaille entre autres sur les facteurs humains en santé et des travaux de Madame Fabre qui travaille, elle, sur les facteurs humains de Thomas Pesquet quand il sort dans l'espace. Voilà pour la petite présentation.
je vais vous présenter donc ce webinaire sur la certification avec les 2 objectifs pédagogiques. Identifier les critères impératifs et les critères standards avec la version qu'on va appeler V 2023 pour plus de facilité, c'est-à-dire les ajustements de l'HAS qui prendront effet le 1er janvier 2023. Et je rappelle que vous aurez le droit à une petite boîte à outils avec plein de petits éléments, des ressources en fin de webinaire. Alors, on va commencer par un petit rappel sur la certification des établissements de santé. Donc, vous savez qu'il y a un manuel sur lequel on se réfère toujours. Et de ce manuel, nous étudions des critères impératifs et des critères standards. Ils ont pour objectif la qualité des soins qui concernent à la fois les patients, les équipes de soins, les établissements de santé. Donc, comment se passe la certification? On va le faire court, hein, les qualiticiens, ne m'en veuillez pas. Donc, il y a d'abord la plateforme avec tout le processus pour s'y inscrire, puis la date de la visite, le programme de la visite qui peut s'étendre de 1 à plusieurs experts visiteurs sur 1 ou plusieurs jours selon la taille de son établissement. Si en plus on a un groupement d'établissements, ça s'étend sur de nombreuses journées. Et les experts visiteurs arrivent. Ils ont le programme de la visite avec lesquels votre équipe pourra coordonner leurs différentes journées sur votre établissement. Ils vont visiter l'établissement et répondre à tout un tas de critères. Ils ont une grille très précise. Et tous les jours, ils vont vous faire un retour de la certification, de ce qu'ils ont vu et observé. Vous allez pouvoir à ce moment-là corriger le tir et tout de suite apporter les éléments de preuve nécessaires que vous n'auriez pas pensé ou donné en temps et en heure ou insister sur la présentation auprès d'eux. À la fin de cette visite, ils vont pouvoir vous présenter des résultats de première intention, puis vous aurez un pré-compte rendu qui vous sera envoyé sur lequel vous pourrez rapidement pouvoir faire des corrections et donner des éléments de preuve ou des ajustements. C'est des êtres humains, ils sont à votre disposition, ils sont là pour être bienveillants. C'est vraiment ce que l'HAS a redit lors de sa dernière retour d'expérience. Et puis après, il y a la publication de la décision et la diffusion des résultats. Donc, les méthodes d'évaluation, vous les connaissez déjà tous, c'est le patient traceur, le parcours traceur, le traceur ciblé, l'audit système et l'observation. L'observation, ça va, je pense que c'est simple pour tout le monde, ils observent et ils croisent tout ce qu'ils ont à observer. C'est-à-dire que même s'ils observent le risque infectieux, ils n'oublient pas d'observer l'identitovigilance. L'audit système, c'est vraiment tout ce qui est la mise en œuvre du processus de la politique jusque dans les équipes et auprès des patients. Le traceur ciblé, nous sommes sur la mise en œuvre du processus. Est-ce qu'elle est réellement mise en place, comme le circuit du médicament ou la prévention du risque infectieux? Le parcours traceur, c'est le patient, comment il est pris en charge à travers tous les services de soins. Par exemple, le patient qui arrive, qui est transféré par les urgences, qui passe au bloc, qui ressort. Et puis le dernier, le patient traceur, où il rencontre un patient et il lui demande son expérience. Ils auront une présentation par le médecin et après, ils se confrontent à ce que les équipes de soins peuvent lui dire. Il y a bien sûr les indicateurs de qualité et de sécurité des soins que vous connaissez tous et les 4 qui nous concernent, nous, en hygiène. La consommation des produits hydroalcooliques, les bonnes pratiques de précaution complémentaires, le taux de vaccination antigrippale et les infections du site opératoire en orthologie, genoux et hanches. La décision de certification, haute qualité des soins confirmés, qualité des soins améliorée, qualité des soins insuffisants. Donc ça ne change pas hein, sur la 2023. Dans la dernière rétex de l'HAS, une diapo qui m'a paru pertinente, c'est que la différence entre les niveaux de certification, elle se joue sur quelques points, entre autres sur l'appropriation par les équipes de soins des résultats et des informations que vous avez faites. On le voit encore plus ici sur une approche quantitative. Le schéma parle de lui-même, on voit vraiment les différences s'accentuer.
La HAS met aussi en place des fiches pédagogiques. Attention, les versions V 2023 ne sont pas encore sorties. Elles vont bientôt sortir, mais elles ne le sont pas encore. Les fiches pédagogiques de la prévention du risque des infections associées aux soins, pardon, je bafouille, elles vous détaillent tous les éléments. On va revoir tout au long du diaporama les liens entre chaque critère et la partie de la fiche pédagogique. Voici les critères standards. Donc, je vous ai fait une petite infographie. Donc, le premier, il s'appelle le 2-3-10. Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant des bonnes pratiques d'hygiène des mains. Séverine, je me permets de te couper. Pourquoi ce code? Alors, pardon, je vais trop vite. Le 2 indique un élément de l'évaluation, pardon, de la certification des équipes de soins. Le numéro 3 indique la maîtrise des pratiques et le 10, simplement le 10e critère évalué. C'est pareil pour tous les autres critères. Les critères qui concernent le risque infectieux donc, sont les 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17. Ils ne sont pas dans l'ordre parce qu'il y en a qui sont standards et d'autres qui sont impératifs. Merci. Les impératifs sont ceux qu'il faut absolument avoir atteints. Il y en a un sur la maîtrise du risque infectieux impliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires, et un sur la maîtrise des bonnes pratiques en autobioprophylaxie liées aux actes invasifs. Et du coup, Séverine, tu m'as dévancé parce que justement, je voulais te demander qu'est-ce qui se passe si ces critères ne sont pas atteints. Et là, en fait, il y a une possibilité de faire une fiche anomalie. Alors, en fait, la fiche anomalie, si un des critères impératifs n'est pas atteint, va être créée par les experts visiteurs entre le niveau d'exigence attendu et la nature de l'anomalie, et surtout la détermination des causes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un impact sur le patient? Est-ce qu'il y a c'est dans les pratiques habituelles? Est-ce qu'il y a une connaissance de l'établissement de cette situation? Est-ce qu'il y a de l'intégration dans la gestion des risques de cette anomalie? Et est-ce qu'il y a des mesures conservatoires à mettre en œuvre ou à projeter? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plan d'action? Est-ce que c'est grosso modo, ils vont déterminer si le critère impératif non atteint a de l'importance sur les répercussions qu'il peut avoir sur le patient et sur l'établissement, et si l'établissement en est conscient. D'accord, merci beaucoup. Et juste, je me permets de rajouter une petite chose pour nos participants. Si vous avez des questions, de remarques, etc., n'hésitez pas à l'écrire dans la petite box QR que vous avez en bas normalement de votre camp Zoom. À la fin, quand il y aura la partie FAQ, on va répondre à toutes vos questions. Ils t'ont écouté, il y en a une première qui arrive. Donc, le premier critère, le 2, 3, 10, donc c'est sur l'hygiène des mains. Donc là, j'apprends rien de nouveau aux hygiénistes qui sont parmi nous. Alors, voilà, je vous ai fait un copier-coller du manuel de l'HAS réajusté. Vous voyez, des choses qui sont barrées, des choses qui sont oranges, des choses qui sont vertes. Et en fait, j'ai extrait ces informations pour vous ne parler que des nouveautés. Donc, en fait, l'hygiène des mains n'est maintenant plus qu'évaluée que lors des observations. Vous voyez en haut à droite, je vous ai mis les petits symboles sur quel type d'évaluation le critère est en lien. La cible change, c'est-à-dire qu'avant, c'était la gouvernance qui était responsable de l'hygiène sur l'établissement, et maintenant, c'est le responsable de l'hygiène qui va parler de l'hygiène des mains, ce qui paraît plus cohérent que nos présidents d'OH s'approprient ce sujet. L'importance et les bonnes pratiques d'hygiène des soins version le patient. Donc là, cette fois-ci, on passe sur le patient traceur, sur la manière dont c'est évalué. Et les experts visiteurs vont voir ce qui a été expliqué au patient et à son entourage par rapport aux bonnes pratiques et à l'importance de l'hygiène des mains. Donc là, vous avez un des éléments que vous retrouverez dans la boîte à outils qui est connu par nombreux d'entre vous, qui est une plaquette du REPIAS.
Par rapport aux équipes de soins, ils vont aussi voir quelles sont l'hygiène des mains, quand est-ce qu'elle est réalisée, si c'est à bon escient, et si les équipes se prémunissent des accidents d'exposition aux liquides biologiques. Entre autres, cette modification, cet ajustement de la chaise va dans les détails. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien demander aux équipes, voilà, nous sommes dans votre salle de soins, où est le kit AES? Quelle est la conduite à tenir? Qui vous devez appeler? Etc. Donc, c'est vraiment jusqu'au plus près des équipes que cet élément est à vérifier. Ils vont vraiment dans le détail de l'appropriation par les équipes et par les patients des procédures. Pareil, ils vont aussi vérifier dans le traceur que les équipes ont eu des audits. Entre autres, le Pulp Fiction, sachez qu'il a été remis à jour suite au retour d'expérience récemment et vous pouvez donc le prendre remis à jour. Voyez ce tableau qui est un tableau pour transmettre les résultats, qui est très coloré, très dynamique, qui permet aussi d'insister sur le fait que les équipes doivent s'approprier le retour de cette évaluation des bonnes pratiques. Sur ICHA, donc on connaît bien l'indicateur national. Là, dans la V 2023, les experts visiteurs vont aller jusqu'à voir si les équipes connaissent leur indicateur par service et quel est le pourcentage de leur objectif qui est atteint. Donc là aussi, il faut une appropriation des équipes de leurs indicateurs. Sur l'hygiène des mains, il y a aussi une évaluation des actions d'amélioration. Qu'est-ce qui a été mis en place par l'EOH sur la technique d'hygiène des mains et sur l'observance de l'hygiène des mains? Bien sûr, la journée du 5 mai. Pour les anciens, ils reconnaîtront une vieille campagne de l'hygiène des mains. C'est très important de faire remonter les éléments de preuve de tout ce que vous avez mis en place depuis des années sur l'hygiène des mains au sein de votre établissement. Et la dernière, c'est la nouveauté la plus évidente. Il scinde l'évaluation de l'observation en deux choses. Un, les prérequis en hygiène, non-port de bijoux, de montre, manches courtes, absence de vernis, ongles courts. Et deux, est-ce que l'hygiène a été faite au bon moment et avec la bonne technique? Cette fois-ci, elles sont scindées en deux, ce qui n'était pas le cas sur la V 2020, ce qui deviendra le cas sur le réajustement au 1er janvier 2023. Séverine, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus concrètement comment mettre en œuvre ce critère? Oui, bien sûr. Donc là, je vous ai fait une mind map. Merci, tu connais mon très bon niveau d'anglais. Pour résumer un peu ça, donc il y a d'abord la première partie qui est en lien avec les qualiticiens, qui est la gestion documentaire. Est-ce que nos procédures sont à jour? Est-ce qu'elles sont bien datées, signées et connues du personnel? Deuxièmement, est-ce qu'on a fait des audits en hygiène des mains? Est-ce qu'il y a eu des formations actions? Est-ce qu'il y a eu la journée du 5 mai? Est-ce qu'il y a eu la formation avec le caisson pédagogique, la boîte à coucou? Est-ce qu'il y en a eu au bloc? Est-ce qu'il y en a eu avec les patients? Est-ce que nous avons réalisé en tant qu'OH un retour d'audit? Est-ce qu'il y a eu des visuels? Est-ce qu'on a utilisé des facilitateurs visuels pour que les équipes s'en approprient les résultats? Est-ce que nous avons fait de la gamification? Est-ce qu'il y a eu des quiz, des challenges, cette saison, des calendriers de l'Avent ou des cahiers de vacances sur l'hygiène des mains? Est-ce que nos équipes ont assimilé l'ICHA par service, leur taux, leur pourcentage de réalisation de cet objectif? Est-ce qu'on leur a fait des fiches mémo? Est-ce qu'on a mis en place des petits cahiers de rappel avec tous les chiffres qu'ils doivent connaître? Quels sont les outils de communication interne que nous avons utilisés? Les réseaux sociaux, la télévision interne, le journal interne? Est-ce qu'on a mis un document avec les fiches de paye pour toucher l'ensemble des salariés? Petit aparté, le REPIAS a publié 2 vidéos pour nous expliquer comment utiliser les réseaux sociaux dans l'hygiène, qui sont très pertinents quand on débute.
Est-ce que nous avons mis en place des réunions de service au-delà des EOH? Est-ce qu'on a fait des petits-déj EOH, des cafés EOH, des quarts d'heure EOH? Est-ce qu'on a bien l'omniprésence sur le terrain de l'EOH, des cadres, des correspondants en hygiène? Est-ce qu'on a mis à disposition toutes les plaquettes du CEPIAS, tous les outils nécessaires? Voilà, en gros, ce petit schéma pour rappeler l'ensemble des documents de la mise en œuvre de ce critère. Mais du coup, Séverine, qu'est-ce qui se passe si les équipes n'ont pas accès à un point d'eau ou de la solution hydroalcoolique? Oui, tu as tout à fait raison, Valentina, c'est que c'est la mise à disposition des outils. Il faut qu'ils aient accès aux points d'eau et aux solutions hydroalcooliques, parce que s'ils n'ont pas ça, effectivement, on ne peut pas leur demander l'hygiène des mains. Et là, on peut rebondir sur les derniers chiffres du REPIAS, encore une fois, sur les 56% des cadres qui savent qu'un flacon de solution hydroalcoolique dans les poches est très pratique dans l'hygiène des mains, qui pourrait favoriser l'hygiène des mains pour les équipes quand ils n'ont pas accès directement à un point d'eau ou une solution hydroalcoolique fixe. Merci beaucoup. Donc là, nous allons refaire le lien avec la fiche pédagogique et je vous ai mis le morceau la partie de la fiche pédagogique qui concerne les précautions standards. Je vais le refaire à chaque fois, mais on passera dessus, ça vous permettra de l'avoir en ressources directement quand vous reprendrez les slides. Et là, on va faire un petit moment ASMR pour un deuxième sondage. Vous exercez dans un établissement de santé en tant que médecin, pharmacien, infirmier, qualiticien ou autre. Si vous répondez autre à la question, je vous remercie de préciser dans le module Q&R la spécificité du autre. J'en profite pour boire un coup. Alors, les résultats. Nous avons 9% de médecins, 8% de médecins, 22% de pharmaciens, 31% d'infirmiers, 15% de qualiticiens et 24% d'autres. Nous allons reprendre la suite de notre... et continuer sur les nouveautés sur le critère 2.3.13 qui concerne la maîtrise du risque infectieux lié au traitement et au stockage des dispositifs médicaux réutilisables. Donc là, de nouveau, je vous partage le copier-coller qui est très joli, plein de vert et de orange. Et nous allons parler surtout dans cette partie d'un point qui a été vraiment développé par la chaise, c'est pour bien cibler les endoscopes et le parc endoscope dans cette partie. Il ne néglige pas les autres dispositifs médico-invasifs, mais c'est vraiment pour faciliter l'évaluation des endoscopies et du service d'endoscopie. Donc là, les indicateurs sont suivis par les équipes. Le parc est connu des équipes, par exemple. Les résultats de contrôle biologique des dispositifs médicaux, entre autres des endoscopes, est connu. Son stockage est connu par les équipes. Les chargés de la désinfection de ce matériel sont formés et ont eu une réévaluation, une remise à jour, remise à niveau. Là aussi, on cible parfaitement les personnels d'endoscopie. La liste du parc est connue et tracée. Dans le compte-rendu d'examen, on identifie les dispositifs médicaux et il y a une traçabilité suivie. De nouveau, nous faisons le lien avec la fiche pédagogique et nous passons au critère suivant. De nouveau, le copier-coller. Et là, nous arrivons donc la maîtrise du risque infectieux lié aux dispositifs invasifs. Là, pour nouveauté, en novembre 2022, la SF2JAS a sorti le dernier guide mis à jour et vous pourrez le télécharger si vous êtes à jour de vos cotisations. Donc, là, on va parler entre autres des cathéters veineux périphériques, des abords vasculaires, du drainage urinaire et de la ventilation assistée. Donc,
on revient sur les choses que vous connaissez déjà tous, membres de l'OH, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une date de pause? Est-ce que la réévaluation de la nécessité de cet abord est-il réalisé? Est-ce qu'il y a eu une évaluation des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a eu un retour de ces évaluations? Est-ce qu'il est connu des équipes? Et est-ce que ces équipes respectent-elles les bonnes pratiques? Donc, on pourrait le résumer sur un schéma: tracer, surveiller, Merci évaluer Séverine, j'allais te demander justement si tu avais un schéma magique récapitulatif. et alerter. Oui, j'aime bien les schémas, je trouve que ça permet de répéter et d'ancrer visuellement aux équipes ce qu'on a déjà dit et redit. Donc, tracer, est-ce qu'il y a une traçabilité du dispositif? Est-ce qu'il y a une surveillance? Est-ce qu'il y a une réévaluation? Est-ce qu'on alerte le médecin ou le OH s'il y a un problème? Là, de nouveau, les fiches pédagogiques. Là, on repasse aux critères suivants. Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques péropératoires. Donc, ce critère ne concerne que les établissements ayant de la chirurgie interventionnelle comme de l'endoscopie. Donc là, de nouveau, le copier-coller, vous voyez les choses qui ont changé. Mais en fait, ce qui a changé, c'est qu'on inclut bien l'endoscopie sur ce critère. Mais excuse-moi, Séverine, du coup, les services qui n'ont pas des chirurgies, ils ont, entre guillemets, rien à faire par rapport à ces critères. Ils ne doivent pas les prendre en compte aussi. Tout à fait, Valentina. Il y a des critères qui concernent tout le monde et il y a des critères qui concernent que certains services qui ont l'activité. Là, si on n'a pas de service de chirurgie et interventionnel ou d'endoscopie, on n'est pas concerné par ce critère. C'est pareil, il y a des critères qui ne concernent que la maternité. Si on n'en a pas, eh ben on ne le prépare pas. Voilà, tu as tout à fait raison. Dans ce critère, on va évaluer si les personnes qui vont faire une endoscopie a bien bénéficié d'une douche péropératoire, a bien utilisé la technique de la tonte si nécessaire plutôt que du rasage. Est-ce que les pratiques sont bien spécifiques à la spécialité demandée? Ce n'est pas tous les gens qui vont au bloc qui sont rasés de la tête aux pieds. Chaque chose est adaptée à la spécificité du patient et de la spécialité pour laquelle il va en interventionnel. Et est-ce que les précautions standards en hygiène sont adaptées? Là, on arrive sur les prérequis du bloc opératoire, c'est-à-dire avec une tenue du bloc opératoire qui est strictement dédiée au bloc opératoire. L'équipe ne porte pas de collier autour du cou, les barbes sont protégées, les bijoux aux mains et aux poignets, non, il n'y en a pas, et une tenue est dédiée au bloc. Merci à Philippe Peter pour cette jolie photo. Mais Séverine, du coup, tu parles de la tenue, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est calotte de bloc, par exemple, personnalisé? J'imagine qu'il y a des facteurs humains là qui rentrent en jeu qui sont quand même importants. Oui, tu as tout à fait raison, Valentina. Là, c'est sur l'autre versus de mon expertise, c'est les facteurs humains. C'est-à-dire qu'au bloc opératoire, tout le monde est habillé de la même manière. Charlotte, masque, lunettes, et personne n'est très bien identifié, surtout s'il fait froid et qu'on met un sarrau. Et si on a un pyjama en usage unique, il n'y a même pas le nom de l'intervenant. Avec le turnover, les gros blocs, les gens qui changent, ou après la garde, les gens se rabattent, on ferme un bloc, on bascule ailleurs. C'est très difficile de savoir avec qui on travaille. Donc, effectivement, nos amis qui travaillent sur les facteurs humains en santé prônent l'identification au bloc opératoire, entre autres sur les calots, avec le nom et la fonction. Ce qui permet, quand il y a une urgence, de savoir à qui on s'adresse et ce qu'on peut demander à la bonne personne en toute sécurité des soins. Du coup, moi, ça ne me pose pas de problème, même si ça fait un peu série américaine, mais c'est surtout, là, je repasse sur les recommandations du CEPIAS des Pays de la Loire, qui est une traçabilité du nettoyage de ce calot. C'est pas chacun ramène son calot, le met dans la lessive avec le pyjama du petit dernier, c'est que c'est pris en charge par les lingères de l'établissement. Voilà, de nouveau, nous allons faire le lien avec les fiches pédagogiques et nous allons passer au dernier critère.
standard, c'est le critère sur la vaccination. Alors, c'est un sujet très touchy en ce moment. Après toute la pandémie et les antivax, c'est quand même un sujet compliqué pour les EEH, les vaccinations. Mais la campagne est importante dans la certification. Ils vont jusqu'à demander si les équipes connaissent leur statut vaccinal. Est-ce que l'infirmière sait où elle en est de son statut vaccinal, quels sont ses vaccins obligatoires, pourquoi ils sont obligatoires dans le service où elle travaille, et est-ce que l'établissement a mis en œuvre une vaccination. Donc ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec la médecine du travail et avec la gouvernance de l'hôpital, bien sûr. Et certaines équipes peuvent avoir à leur table les médecins du travail, qui viennent participer aux EH et qui sont très moteurs sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on est avec la 9e vague du Covid, la bronchiolite et l'épidémie de grippe, ce qui fait qu'il faut effectivement pouvoir se vacciner dans les 2 premiers cas. Pour la bronchiolite, ce n'est pas encore possible. Il n'y a que des essais pour le moment, donc on va bientôt y arriver. Voilà, donc c'est un sujet très compliqué à mettre en œuvre, mais pourtant, il faut bien le faire et c'est selon les structures moins simple. De nouveau, la fiche pédagogique et on passe aux critères impératifs. Le premier des critères impératifs, c'est le critère qui parle de la maîtrise des précautions standards et complémentaires. Donc là aussi, tous les membres de l'OH, vous connaissez bien les précautions standards et les précautions complémentaires. Dans la modification, ils font surtout référence à un nouveau document sur lequel ils vont s'appuyer et surtout sur le fait que les patients et leurs proches soient bien formés aux précautions standards et aux précautions complémentaires, autant le patient que les aidants. Le rappel des formations des équipes, alors ça fait plusieurs années là avec la pandémie qui sont top sur les précautions complémentaires Covid, mais il y a d'autres précautions complémentaires et il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier non plus qu'elles soient prescrites, qu'on évalue les pratiques et qu'on sait comment contacter le OH pour savoir s'il ne faut pas déclencher un plan d'action auprès de l'OH pour éviter une épidémie. Donc, il y a aussi, comme l'on l'a vu sur les autres points, les audits, avec entre autres les audits du greffe, les quick audits hygiène, les précautions standards, et bien sûr, la gestion des excrétas. Et bien sûr, au niveau de l'observation, on a aussi, est-ce que le matériel est propre, l'entourage du patient est propre, est-ce que les EPI sont bien mis à bon escient, et est-ce que les containers d'objets piquants, coupants, tranchants sont bien utilisés, entre autres sur la limite de remplissage. Séverine, je vais encore t'embêter avec la même question, mais je vois que tu as tout prévu. Une illustration de comment on peut le mettre en œuvre, ce critère? Bien sûr. Donc là, je vous ai refait un petit schéma. Est-ce qu'on a bien formé les équipes? Est-ce qu'on a fait des audits avec les équipes? Est-ce qu'on a des indicateurs? Dans les observations, qu'est-ce qu'on observe sur nos containers piquants tranchants? Qu'est-ce qu'on observe sur nos EPI? Qu'est-ce qu'on observe sur l'environnement du patient? Et pour le patient, est-ce qu'il est bien formé sur les précautions standards et précautions complémentaires? Et bien sûr, est-ce qu'on sait contacter l'EEH? Et on est sur un critère impératif cette fois-ci. Donc, Valentina, normalement, si on ne respecte pas, il y a une fiche anomalie. Ouais, tu es trop forte, Valentina. Et donc, comment on évalue les pratiques? On évalue les pratiques des précautions standards, des précautions complémentaires sur les gestions des excrétas. On diffuse les résultats et on a les éléments de preuve. Sur le patient, il connaît les précautions standards, il connaît les précautions complémentaires, il est informé de son importance, il connaît les bonnes pratiques et on a des éléments de preuve de ces évaluations. On rappelle une nouvelle fois pour la gestion des excrétas l'importance du respect des précautions standards, des précautions complémentaires si besoin, du port de gants de soins et d'une protection de la tenue quand on manipule les bassins ou les urinaux, qu'on pratique une hygiène des mains au retrait des gants et qu'en cas d'absence de sac de recueil à usage unique, les bassins doivent être transportés avec un couvercle et déposés directement dans le lave-bassin,
qu'on espère fonctionnel, sans manipulation, sans rinçage, pour éviter le risque d'aérosolisation. Moi, j'y arriverai pas ce soir, hein, ce mot ne veut pas de moi. Et je rappelle toujours, la douchette sont à proscrire dans de la rétex de la HAS, ils en ont parlé, il y avait encore des établissements qui en avaient. De nouveau, les liens avec les différents passages dans les fiches pédagogiques, les précautions complémentaires, la gestion des excrétas, les AES, le bio-nettoyage. Et on arrive au dernier critère impératif qui est l'antibioprophylaxie des actes invasifs. Donc là, l'antibioprophylaxie, elle insiste vraiment sur est-ce qu'il y a des protocoles, est-ce qu'elles suivent les dernières recommandations, est-ce qu'il y a une consultation pré-anesthésie ou opératoire, est-ce qu'elle est bien vérifiée lors de la checklist, est-ce que le moment et la durée de l'antibioprophylaxie sont respectés. Là, de nouveau, encore une fois, on est concerné par ce critère impératif que si on a de la chirurgie ou de l'interventionnel ou de l'endoscopie. Si on n'a pas d'antibioprophylaxie à mettre en œuvre, on ne répond pas à ce critère. On évalue de nouveau des pratiques, on met en place des axes d'amélioration et surtout, on s'en approprie les résultats. Voilà, nous avons fait l'ensemble des critères du manuel de certification, les standards et les impératifs avec les nouveautés. Un petit dernier sondage. Êtes-vous satisfait par ce webinaire? Oui, bof, non. Alors, Séverine, peut-être, ça va peut-être jouer sur le vote ou pas, mais le webinaire n'est pas tout à fait terminé, puisque ce qu'on voudrait, c'est pouvoir te poser des questions qu'on a vues, qu'on a regardées avec Valentina sur les questions qui ont été posées sur le chat. Donc, qu'est-ce que tu préfères? On fait le vote maintenant, on pose des questions après? C'est déjà en train de se faire, en fait. D'accord. Okay. Alors, ils sont à fond comme moi. Attendons la fin du vote et puis voilà, en tout cas, à tous les participants, ne partez pas encore parce que c'est bien si on peut partager quand même ensemble les questions qui ont été posées. Voilà, écoutez, je vous remercie, vous êtes plutôt satisfait du travail qu'on vous a proposé. Et puis, si vous voulez, on pourra en refaire d'autres. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à proposer dans les questions-réponses d'autres sujets de webinaire que vous pourriez vous intéresser pour 2023. On va vous préparer ça et j'espère avec avec plus de fluidité. Avant d'aller dans le détail des questions, Valentina est en train de les regarder. Moi, j'avais plutôt une question plus globale. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était vraiment de mettre en relief les ajustements apportés par cette V 2023. Mais si on devait résumer de ton point de vue, c'est quoi en fait les vrais impacts de cet ajustement? Alors, plus clé, quoi. Alors, je pense que sincèrement, les vrais impacts, on les verra qu'en 2024 ou 2025, quand on fera une retour d'expérience de l'HAS sur ce qui a vraiment changé. Mais je trouve que il n'y a pas, spoiler alert, il n'y a pas de gros changements, mais par contre, il va se nicher dans les détails. C'est-à-dire que si les équipes ne s'approprient pas les documents, ne s'approprient pas les chiffres, les indicateurs, les procédures, ça devient pénalisant pour la visite de certification. C'est-à-dire que même si tout a bien été fait, si au moment où les experts visiteurs interrogent les équipes, et je ne sais pas, qu'une idée, je ne sais pas ma vaccination, ça va pénaliser les équipes. Donc, c'est vraiment, je pense, aller chercher dans le détail et c'est-à-dire vraiment aller s'approprier toutes les infos qu'on a. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas que le critère de la prévention du risque infectieux qui est évalué, il y a tous les autres critères, donc ça doit se faire en collaboration avec les autres pilote de processus et que la qualité va nous aider. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure des outils qu'on pourrait mettre en place comme un calendrier de l'Avent, puisque c'est de saison, le calendrier de l'Avent, il est plutôt sur la certification avec quelques points sur l'hygiène. Et puis, moi, je pense qu'il y a une vraie place du patient et de l'usager et des aidants
dans cette V2023. Ils insistent encore plus sur le parcours du patient et sur la place du patient dans sa prise en charge. Et il y a aussi un des critères qui a été ajouté, mais qui n'est pas, nous, dans l'infectieux, qui est l'éthique. Voilà. Si je devais résumer, je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre ce qu'il y avait en V2020, en V2023 sur les préventions du risque infectieux, mais qu'en fait, ils vont aller chercher… Ouais. Voilà. Et par rapport à tout ça, là, on regarde un petit peu les questions. Petite question, c'est ton avis, c'est qu'il faut commencer par quoi? Alors, je vous ai préparé dans la boîte à outils un schéma. Alors, je vais voir si je peux revenir là sur comment… est-ce que vous voyez mon écran? On est toujours sur FAQ. Alors, nouveau partage. Parce que là, vous voyez, pas du tout. Pendant que Séverine partage, je tenais à dire à l'ensemble des participants que vous pourrez ultérieurement avoir le support de présentation. Et par ailleurs, on essaiera aussi de répondre personnellement aux questions que vous avez posées si on ne peut pas y répondre à toutes ce soir. Voilà, donc moi, je n'y arrive pas mieux. Je dois le mettre en grand écran, ça ne passe pas. Bon, donc en fait, vous voyez mon schéma bleu là? Oui. Ouais. Donc, je dirais qu'il faut commencer par un état des lieux. Où on en est de nos formations? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme action rapide? Est-ce qu'il y a des événements indésirables, des never events? Est-ce qu'on a un plan d'action? Qu'est-ce qu'on a comme outil de communication et de diffusion? Qu'est-ce qu'on en est de notre gestion documentaire? Et on reprend tous nos items, c'est-à-dire le OH, le circuit d'eau, le circuit des déchets, le circuit du linge, la gestion, je vais l'agrandir, comme ça vous verrez mieux, parce que c'est écrit un peu petit. C'est vrai que je suis une pro de la gestion des excrétas, où on en est de l'office, de la cuisine, du frigo sur la rupture de la chaîne du froid, où on en est de la décontamination, du bio-nettoyage, des locaux de stockage, des chariots de linge, de la vaccination, de la traçabilité, des accidents d'exposition au sang, de l'interventionnel, entre autres de l'endoscopie, parce que là, comme tu le posais tout à l'heure comme question, Laetitia, on sent bien que la HAS fait un focus sur les endoscopes, où on en est de l'hygiène des mains, des précautions standards, des précautions complémentaires, des indicateurs, des événements indésirables. Est-ce qu'on a fait des rétex? Est-ce qu'on a fait des RMM? Où on en est des antibiotiques? Là, bien sûr, on est en lien avec les pharmaciens et les référents antibiotiques, les anesthésistes de la maison. Et tout ça, ce sera dans la boîte à outils, hein, de toute façon. Ouais. Et comment on fait ça? Comment on gère ça après? Je dirais qu'on fait un audit système, on essaye de se faire un patient traceur, on essaye de faire des observations, on essaye de se faire des traceurs ciblés, on essaye de se faire une visite à blanc. Là aussi, il existe des visites à blanc sur les sites du REPIAS et des visites de risque, ce qui va nous faciliter la prise en charge de cette certification sur la mise en œuvre de tout ce qu'on a à faire. Donc, j'ai vraiment mis dans la boîte à outils, je vous mettrai cette slide où j'ai un peu regroupé tout ce qu'il fallait faire dans l'état des lieux. Et puis après, chacun va avancer à son rythme. Parce qu'en fait, si vous travaillez comme ça depuis longtemps, alors je sais que c'est jamais facile parce qu'il y a un turnover, il manque du monde, on n'a pas assez de temps, etc. Mais les experts visiteurs sont compréhensifs sur ces sujets-là. Ils savent dire si on n'a pas eu d'infirmière hygiéniste pendant 2 ans, on n'a pas avancé pareil que si on a 5 membres de l'OH qui travaillent à temps plein sur le sujet. Et du coup, on n'a pas la même taille d'établissement non plus. Super, merci beaucoup. Je reprends d'autres questions. Donc, une personne demande, lors d'une certification à blanc, les experts visiteurs m'ont demandé les taux de vaccination, des vaccinations obligatoires des soignants par service. C'est très complexe à récupérer pour moi en tant qu'infirmière hygiéniste. Comment faire? Avez-vous des conseils?
C'est la médecine du travail. Et on est sur que des… Ils savent bien que c'est difficile à faire puisque c'est des chiffres personnels, puisqu'on a, le niveau de santé des professionnels de santé. Donc, ce n'est pas une donnée qu'on peut diffuser comme ça. Donc, c'est vraiment se mettre en lien et travailler la relation avec la médecine du travail. Entre autres, l'inviter à des EOH ou à des moments plus festifs. Et puis, surtout, mettre le EOH à un moment où elle est disponible, ce qui n'est pas toujours facile selon les établissements. Merci. L'information des précautions standards pour le patient, c'est uniquement l'hygiène des mains ou il y a d'autres informations qu'on doit donner ou quel type d'informations on doit donner? Ah non, alors là, c'est tout. Il y a les précautions standards, c'est pas que l'hygiène des mains. C'est aussi avoir un environnement propre, rien que de mettre un masque si… non, voilà, c'est les précautions complémentaires. Je vais trop loin. Mais nettoyer… Ne pas jeter tout par terre, jeter les mouchoirs par terre, c'est utiliser son côté si c'est une chambre double. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur les précautions standards. Et s'il n'y a pas que l'hygiène des mains. Dans le premier critère, le 3-10, on évalue l'hygiène des mains, mais dans le critère sur l'évaluation des précautions standards, on évalue toutes les précautions standards. Ok, merci. La fiche anomalie concerne-t-elle que les critères impératifs ou tous les critères? Normalement, elle ne concerne que les critères impératifs. Maintenant, peut-être que si on a un gros souci sur un… Ils peuvent en déclencher une, mais je ne crois pas. Je suis pas assez calée sur ce sujet pour dire que non, mais normalement, elle ne concerne que les critères impératifs. Merci. Pour les établissements certifiés sous condition, quels sont les critères risques infectieux qui ont été relevés? Alors, ils n'ont pas détaillé particulièrement dans leur dernière rétex. Et c'est vraiment de mémoire les appropriations, de nouveau. En fait, les enquêtes et les évaluations des bonnes pratiques. Dans la slide que je vous ai mis sur la certification, c'est vraiment si les procédures n'étaient pas mises en œuvre sur le terrain et connues. Mais je n'ai pas de détails plus que ça sur les retours d'expérience que j'ai eus. Il n'y a pas eu de… Je vais chercher dans ce que je connais, mais je vous remettrai la réponse en commentaire du webinaire, mais je n'ai pas d'infos comme ça là tout de suite de critères particuliers qui me viennent à l'esprit. Ok. Écoute, sur les questions précises, je regarde, je refais le tour des questions. Je pense qu'après, il y a des… Alors, il y a des personnes qui demandent des vidéos illustratives de mise en situation d'une certification par thème, exemple, le risque infectieux. Donc, ça peut nous donner des idées. Sur les thèmes pour les prochains webinaires. Voilà, je regarde. Il y en a beaucoup qui demandent le diaporama, qui a été fortement apprécié comme le sondage le montre. Merci, et vous l'aurez… c'est ça, Valentina, quand on aura mis en ligne, on renverra et la boîte à outils et le diaporama. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, vous êtes sur la plateforme Invivox. Donc, ce webinaire est enregistré comme Séverine vous avait dit au début. Une fois que j'aurai reçu de la part d'Invivox les replays du webinaire, je les téléchargerai sur notre chaîne YouTube et il sera disponible entre guillemets à vie, j'ai envie de vous dire, jusqu'à quand Didactique sera là. On va dire ça comme ça. Et en revanche, effectivement, la boîte à outils, je mettrai un lien. Elle sera normalement disponible que pour 7 jours. Si vous ne faites pas attendre à la télécharger, n'hésitez pas à écrire sur notre boîte contact didactique. Je mettrai tous les liens outils à ça dans la description de la vidéo pour que vous n'ayez pas à chercher. Et vous pourrez juste nous envoyer un email pour ça et nous demander l'accès à la boîte à outils. D'ailleurs, le diaporama, je l'ai construit pour que vous puissiez l'utiliser directement. C'est pour ça que c'était un peu rébarbatif. À chaque fois, je vous ai mis le lien avec le critère et la fiche pédagogique. Et dans la boîte à outils, tous les documents que vous avez vus, les documents en couleur, là, vous les aurez et d'autres en plus. Et les liens pour retrouver une partie des informations, entre autres les dernières nouveautés
que j'ai pu, dont je vous ai fait part tout au long de ce webinaire pour que vous puissiez les utiliser. Les outils que j'ai créés, vous pouvez les utiliser pour vous et votre établissement. Je l'ai vraiment fait pour que vous puissiez vous en servir. Voilà. Merci pour ces précisions. Comme il nous reste un tout petit peu de temps, il y avait une dernière question, alors qui est un peu plus large. Je ne sais pas si tu seras inspiré tout de suite, mais alors non, il y en a une précise. Les idées en endoscopie au bloc doivent-ils porter un tablier plastique à usage unique? C'est à quel moment? Normalement, oui, pour protéger si c'est au moment où ils nettoient, je ne peux pas répondre là, oui, non, c'est à quel moment de la Je n'ai pas du plus de précision. circuit. Je vous remettrai la dernière procédure OK. dans Et les alors, réponses. la dernière, donc, est un peu plus large. Comment faire adhérer les équipes à la formation des patients sur les précautions standards? Alors, j'ai pu bénéficier d'une formation oncologue de Montpellier, interuniversitaire. En fait, les patients sont de plus en plus amenés à former les professionnels de santé. Donc, il faut vraiment intégrer le patient comme acteur de sa pathologie et de son séjour à l'hôpital et de sa prise en charge. Et en fait, plus le patient sera impliqué, plus ça va être engageant. C'est-à-dire qu'en fait, lors de ce colloque, ils ont démontré que plus on prend en charge les fragiles, plus la prise en charge des gens moins fragiles va être facilitée. Un exemple, vous connaissez tous l'association ATD Quart Monde, donc c'est des gens qui sont souvent SDF. Alors nous, à l'hôpital, on les voit arriver aux urgences parce qu'ils ont eu froid, parce qu'ils sont blessés, etc. Mais du coup, la très, très grande précarité, c'est un milieu qui est éloigné de nos professions, infirmières, aides-soignants, brancardiers, médecins. Voilà, on les voit que dans une certaine situation. Mais c'est vraiment deux mondes qui vivent en parallèle. Les SDF, on passe devant. On n'a pas nos mondes ne se croisent pas souvent. Et en fait, quand les SDF d'ATD Quart Monde viennent et donner leur point de vue et leur importance dans la formation des professionnels de santé, en fait, si on arrive à prendre en charge les plus fragiles, comme les gens d'ATD Quart Monde, des gens qui ne sont pas, qui ont même des difficultés pour apprendre à lire, à parler, qui sont vraiment dans une précarité importante, eh ben, il y a un vrai bénéfice. Et c'est pareil que pour l'handicap, c'est-à-dire, là, je parle de moi, du coup, si c'est facile pour moi d'accéder quelque part, eh ben, le jour où vous avez une poussette, une valise, que vous êtes tordu la cheville, que vous êtes un peu fatigué, eh ben, la vie vous sera vachement facilitée. Et donc, comment impliquer les équipes dedans? Là, tout de suite, je vais réfléchir à la question pour vous donner des trucs et astuces, mais c'est vraiment un travail de fond sur tous les jours mettre le patient au centre du soin et mettre le patient comme acteur de sa prise en charge. Et si on fait ça, eh ben, le plus fragile va être mieux pris en charge et ceux qui sont un peu moins fragiles, ça va être encore plus facile de les prendre en charge. Voilà, j'essaierai de vous remettre les liens dans la boîte à outils du coup. Je vais les rajouter pour que si vous voulez aller plus loin dans le sujet pour les personnes qui sont intéressées sur ce point. Colloque Montpellier. Merci, Séverine. Voilà. Je crois que nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, on va vous remercier. Je vous ai mis mes coordonnées si vous avez besoin de me joindre, si vous avez d'autres questions, d'autres situations un peu plus compliquées. Et puis, on voulait vraiment vous remercier de votre attention. Vous étiez nombreux ce soir. Ça nous a fait plaisir. Enfin, d'autant plus plaisir que vous ayez apprécié. Et puis, du coup, on va scruter les questions-réponses avec Valentina et Laetitia pour vous préparer un autre webinaire dans les mois à venir. Je te laisse conclure, Valentina ou Laetitia. Je pense que tu as tout dit. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre attention. Merci de votre interaction. Et du coup, vous aurez un mail de la part des Invivox lorsque les webinaires seront disponibles sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.